Mais d'abord, cette question ce soir dans le 23h de France Info, la fin de la guerre en Ukraine est-elle en train de s'imposer à Kiev? Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, prône une paix diplomatique pour 2025, alors qu'Olaf Scholz, le chancelier allemand, a rétabli la connexion téléphonique avec Vladimir Poutine. Il lui demande de se préparer à négocier une paix qui soit à la fois juste et durable. Le point de Salbris Sotani, nous en parlons juste après avec nos invités sur ce plateau. Négocier avec la Russie, une idée longtemps balayée par Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre. Mais devant la rapidité de la progression russe sur le plan militaire, le président ukrainien ouvre la voie à des négociations de paix. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette guerre prenne fin l'année prochaine par la voie diplomatique. Des négociations possibles, poursuit Volodymyr Zelensky, seulement si l'Ukraine n'est pas seule avec la Russie. Un appel du pied à ses partenaires occidentaux teintés d'inquiétude. Et pour cause, Kiev craint de voir l'unité européenne en sa faveur se fragiliser. Hier, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, une première depuis 2 ans pour un dirigeant européen. J'ai eu un entretien téléphonique avec le président Poutine et je l'ai appelé à mettre fin à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et à retirer ses troupes. Une démarche vivement critiquée par Volodymyr Zelensky, qui accuse Olaf Scholz d'avoir ouvert une boîte de Pandore avec cet appel, contribuant ainsi à sortir Vladimir Poutine de son isolement. De quoi intensifier la peur côté ukrainien d'être forcé de négocier en position de faiblesse, une crainte déjà présente depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le prochain président américain pourrait réduire fortement l'aide militaire de Washington, indispensable à la défense de l'Ukraine, et a réitéré sa volonté de mettre fin au conflit le plus vite possible. Nous allons travailler très dur sur la Russie et l'Ukraine. Il faut que ça s'arrête. La Russie et l'Ukraine doivent arrêter. J'ai vu un rapport aujourd'hui, des milliers de personnes ont été tuées au cours des 3 derniers jours. Des milliers et des milliers de personnes ont été tuées. Avec Donald Trump, garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est plus la priorité de Washington. Kiev pourrait donc devoir renoncer à certains de ses territoires, conquis et occupés par les Russes, une condition sine qua non à tout accord de paix pour le Kremlin. Et cette situation de Kiev, comment le pays va l'apprivoiser, l'envisager pour la suite? On le voit avec vous notamment, Oksana Melnichuk. Soyez la bienvenue, madame. Vous êtes politologue ukrainienne. Antoine Arajovski, soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes historien spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Vous avez écrit un ouvrage qu'on ne peut que conseiller ce soir pour sortir de la guerre. Alors, justement, pour sortir de la guerre, il faut négocier une paix. Olaf Scholz dit que cette paix, elle doit être à la fois juste et durable. Comment est-ce que vous l'interprétez ? En tout cas, ce qu'a fait Olaf Scholz ne coïncide pas avec les plans ukrainiens, c'est sûr, parce que parler à un criminel de guerre pour les Ukrainiens, ça ne fait pas avancer la paix pour les Ukrainiens. Et je dirais pour les Nations Unies, c'est un tueur en série, Poutine. Donc, discuter avec un tueur en série, c'est pas comme ça qu'on débute des négociations. Ce que demande aujourd'hui Zelensky dans son interview à la radio ukrainienne, c'est que oui, il faut mettre il faut mettre fin à la guerre en 2025, mais pas recommencer les erreurs d'il y a quelques années, et notamment le format Normandie, où les médiateurs étaient neutres. La France et l'Allemagne disaient voilà, il y a un conflit entre 2 pays, on ne veut pas savoir les causes. Là, il y a clairement une volonté des Ukrainiens de dire pour négocier, c'est-à-dire pour faire pression sur la Russie, il faut que le médiateur prenne clairement position en faveur de l'Ukraine, qui est un pays agressé du point de vue du droit international. Et ça, je pense que c'est important. On n'a pas parlé aujourd'hui de la venue aussi du Premier ministre japonais à Kiev. Pourquoi ? Parce que le Japon s'inquiète que la Corée du Nord envoie des soldats en Russie. Ça montre la faiblesse de la Russie, ça c'est clair, mais ça montre surtout que si la Russie a accepté le deal avec la Corée du Nord, c'est pour renforcer la Corée du Nord sur le plan nucléaire, ce qui inquiète la Corée du Sud, ce qui inquiète le Japon. Et donc Volodymyr Zelensky dit, voilà, il faut qu'il y ait une pression diplomatique d'autant plus forte que la guerre se mondialise aujourd'hui. Est-ce que le message derrière, Oksana Melnichuk, le rapport téléphonique entre Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Vladimir Poutine, le président russe, c'est pas
Est-ce que l'Ukraine est prête à abandonner les 20% de terres Non. occupées? Vous savez, il faut commencer par la chose que toutes les trucs, quand l'Ukraine parle de la négociation, ça ne veut pas dire du tout qu'on va céder quelconque. C'est parce que l'Ukraine, peut-être, c'est le pays qui désire le paix plus que les autres, comme vous pouvez imaginer. C'est vrai que cette guerre ne pourrait pas durer longtemps, mais quand notre président parle de négociation, il parle de la pression qu'il faut mettre sur la Russie, par nos partenaires, par nos alliés, pour que la Russie cesse cette guerre. Oksana Melnichuk, pardonnez-moi d'intervenir et de vous interrompre. Est-ce qu'aujourd'hui, vos alliés sont vos alliés? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que ce coup de fil entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine, la connexion elle a été coupée très longtemps? Vous voyez, il y avait du brouillard sur la connexion. C'est plus le cas aujourd'hui. Le président, il a réagi aussi. Zelensky, il a dit que c'est que des paroles, qu'il a demandé. Il était prévenu par Scholz qu'il a envie d'appeler. Et Zelensky, il a demandé de ne pas le faire parce que les appels pareils, ils permettent à Poutine de sortir de l'isolation. Donc, c'est se sentir, comme Antoine a dit, pas coupable, sortir de son isolation comme criminel de guerre. Les journalistes ukrainiens traitent Scholz comme la politique de Scholz, il l'appelle la politique des pantalons mouillés. Ça veut dire. Voilà. Boris Johnson, notre grand ami de l'Ukraine, ex-premier ministre britannique, il a traité Scholz comme traître. Il a dit qu'il était traître par rapport à tous les alliés. Les Ukrainiens ne disent pas que c'est le traître, mais c'est une faiblesse. Voilà, la politique des pantalons mouillés, ça explique tout. Les Ukrainiens ne cherchent pas à négocier avec Poutine pour négocier. On cherche cette négociation, pas forcément avec Poutine d'ailleurs, avec les autres tour du Kremlin, parce qu'en Kremlin, il y a plusieurs centres d'intérêt. Il y a les autres personnes à Kremlin, à part Poutine, qui cherchent à finir la guerre. C'est avec eux qu'on sont prêts à négocier, en mettant pression sur Poutine pour accepter la capitulation de la Russie. Alors, c'est comme ça il faut regarder notre réponse désir. Du Kremlin, Oksana Melnichuk et Antoine Arajovski. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Il affirme que tout accord devrait refléter, dit-il, les nouvelles réalités territoriales. Et il dit aujourd'hui, avec le chancelier Scholz, on s'est entretenu de façon très franche, très claire et très détaillée. Mais il y a les réalités territoriales, mais il y a les réalités du droit international. Exact. Et accepter ne serait-ce qu'une seconde que on avalise la prise d'un territoire étranger par la force, c'est détruire les relations internationales pour tout le 21e siècle. Ça veut dire, c'est toute l'union. C'est légitimer l'action des dictateurs les plus violents. Donc c'est juste inacceptable, non seulement pour l'Ukraine, bien entendu, mais pour l'Union européenne, pour les États-Unis. Et je ne crois pas que Donald Trump soit heureux d'être du même côté que les alliés de la Russie, c'est-à-dire la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, qui sont les ennemis des États-Unis. Donald Trump, il veut défendre les intérêts des États-Unis. Il peut pas se mettre du même côté que les pires ennemis. Mais durant toute sa campagne, il a dit l'argent des Américains, c'est ces mots très durs, hein. L'argent des Américains, on veut plus le dilapider sur les guerres, notamment les guerres européennes. C'est ce qu'il appelle européennes. C'est la raison pour laquelle il veut la paix par la force. Et c'est le point commun avec Zelensky. Lorsque Zelensky a rencontré Trump au mois d'octobre aux États-Unis, il est venu avec son plan en 5 points. Et c'est un plan qui vise à établir la paix par la force. Il y a 5 points que je rappelle parce qu'ils sont très importants. Le premier point, c'est l'intégration de l'Ukraine souveraine dans l'OTAN. Invitation pour l'instant. L'invitation, voilà. Mais pour l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Le deuxième point, c'est l'emploi des missiles longue portée en Russie sur des cibles militaires. Le troisième point, c'est la protection du ciel ukrainien. Le quatrième point, c'est le renfort économique de l'Ukraine. Et le cinquième point, c'est d'aider l'OTAN de mettre l'armée ukrainienne au service de l'OTAN pour protéger le flanc est de l'Europe. Ça, c'est un plan par la force, mais qui, au bout du compte, va établir la paix. Et donc, il y a certains Ukrainiens qui sont pas forcément d'accord avec ce plan parce que ça voudrait dire que ça peut pas se faire du jour au lendemain que d'intégrer toute l'Ukraine dans l'OTAN. C'est-à-dire Vous parlez de la Crimée également ? La Crimée et le Donbass ne pourraient pas l'être. Mais si on explique bien, et c'est ce que je pense Zelensky a en tête, que ça ne pourrait être que provisoire,
cette situation. Au même titre que pour l'Allemagne, en 1954, on a intégré d'abord l'Allemagne de l'Ouest et on a tout fait pour faire la pression sur l'Union soviétique. Et finalement, en 1990, l'Allemagne de l'Est a réintégré la grande Allemagne et donc l'OTAN. C'est ça l'idée qui va demander un deal, qui va demander des négociations, qui sera pas facile à accepter. Mais c'est ça le plan que veut mettre en place Zelensky. Et je pense que du côté de Trump, s'il a nommé Marco Rubio comme secrétaire d'État, qui est quelqu'un qui est contre Poutine depuis des années, ça donne un peu d'espoir, je pense, aux Ukrainiens. Le message n'est-il pas ici dichotomique, si je puis me permettre, mais on va écouter Volodymyr Zelensky, votre président, Oksana Melnichuk, parce que dans l'entretien qu'il a donné à la radio ukrainienne, il est allé plus loin que de dire qu'il voulait la paix pour 2025. Il l'a détaillé et la question de la temporalité, vous allez l'écouter, est très importante, notamment après l'élection de Donald Trump. Regardez. Nous sommes une Ukraine indépendante. Et il me semble que durant cette guerre, la population et moi-même avons prouvé lors de négociations avec Trump, avec Biden ou avec un chef d'État européen, nous avons prouvé que nous dire « asseyez-vous à la table de négociation et écoutez en silence », cela ne marche pas avec nous. C'est très important ce qu'il vient de dire ici. Voilà, c'est exactement. Je voulais juste préciser, Antoine, qu'il s'agit dans le plan de paix de Zelensky, plan de victoire, c'est recevoir l'invitation, parce qu'en quoi consiste la paix par la force? C'est quand ton adversaire, comme Poutine, sache que nous avons tout l'armement pour le faire les réponses, que nous sommes en train, que nous avons reçu l'invitation à l'OTAN, il va réfléchir 1000 fois s'il peut nous attaquer. Parce que c'est très facile d'attaquer un pays qui est non protégé, qui n'a pas l'armement nucléaire. Mais quand tu as devant toi un pays qui a une invitation à l'OTAN, quand tu as un pays devant toi qui est protégé, qui a tout l'armement nécessaire, qui peut frapper même jusqu'à Vladivostok, alors là, la politique du pantalon mouillé va commencer à côté de Poutine. Je voudrais dire aussi que Zelensky, il a insisté dans cette interview que Poutine, s'il va entrer dans les négociations, il ne va pas chercher la paix dans cette négociation. Il va chercher juste s'asseoir pour prendre son temps et pour sortir de son isolation. Donc, il ne faut pas rêver. Le lancement des négociations que tout le monde attend tant, c'est pas du tout le plan de la paix. Un seul plan de la paix, de la victoire, c'est ce plan dont Antoine nous vient d'exposer. Alors, vous évoquiez à l'instant le fait que Vladimir Poutine pourrait s'asseoir à la table des négociations pour sortir de l'isolement dans lequel l'Europe l'avait plongé. Exact. Et, entre parenthèses, qui n'a pas trop embêté, pardon de devoir dire la vérité, son économie jusqu'à présent, parce que ça a continué à rouler malgré les problématiques rencontrées en Russie. Est-ce que c'est pas aussi le message envoyé aujourd'hui? Il y a une nouvelle élection, celle de Donald Trump, pardon de tout renvoyer aux États-Unis, mais c'est un peu le nerf de la guerre. Et puis, on reprend les discussions avec Vladimir Poutine parce que la diplomatie doit continuer à s'organiser. Non, je crois qu'il faut distinguer les choses. C'est vrai que le facteur déterminant de ce dernier mois, c'est l'élection de Trump et qu'on parle du coup à nouveau de ce plan de paix par la force. Là, le fait que Olaf Scholz appelle Poutine, ça fait depuis des mois et des mois qu'il en parle. Pourquoi il l'appelle maintenant? C'est tout simplement parce qu'il a été mis en minorité au Bundestag et que il se prépare déjà aux élections qui vont avoir lieu au mois de février et qui veut apparaître comme le pacifiste numéro 1 en Allemagne. Et donc, c'est une démarche électoraliste. Mais oui, bah oui, moi je parle avec Vladimir Poutine, je fais pas partie du clan des faucons, je suis au contraire une colombe, je suis pour la paix. C'est ce pacifisme un peu désuet. Parce que c'est pas du tout un pacifisme. En réalité, c'est si je peux me permettre, une politique de pantalon mouillé. C'est ça à quoi ça aboutit. Et donc je crois qu'il faut distinguer les choses. Les Russes sont vraiment dans une situation exsangue. Ils ont perdu 700 000 soldats. Vous imaginez 700 000 soldats. On n'a pas encore tous les chiffres officiels. Hein, voilà. Ensuite, l'économie russe est exsangue, avec des taux d'intérêt qui ont dépassé 20%, avec le rouble qui dévalue, au point qu'ils sont obligés de faire appel maintenant à des soldats nord-coréens. Mais pardon, on est tout de même loin d'une Russie totalement isolée qui ne s'en sort plus et qui doit capituler. C'est ce que l'Europe laissait présager lorsqu'ils ont coupé les relations, les discussions avec la Russie. L'Europe n'est pas allée assez loin dans sa politique de sanctions, et notamment sur la question du gaz. On continue à importer du gaz liquéfié de Russie alors qu'on sait que ça finance la guerre. Donc nous, on n'est pas à la hauteur de nos engagements. Mais je voudrais quand même qu'on relativise le poids de la Russie parce que c'est vraiment un village Potemkin. Ils ont gagné aucune grande ville depuis 2022 en Ukraine. Ça veut dire ni Kherson,
qui a été reprise par les Ukrainiens, ni Zaporizhia. Enfin, ils ont pris des villages. Ils ont pris des villages dans le Donbass. C'est pas ça qu'on attend d'une armée avec puissance nucléaire, etc. Mais à contrario, est-ce que les alliés de l'Ukraine n'auraient pas aimé un plus grand sursaut? Les Ukrainiens font avec les moyens qu'ils ont, bien évidemment, et on va tout de même rappeler que s'ils ont perdu beaucoup de temps et aussi pas mal de terre, c'est aussi parce qu'ils attendaient encore et encore des munitions qui ont tardé à arriver. Pour le jour d'aujourd'hui, on n'en a reçu que la moitié de l'aide promise de la part des États-Unis, pareil de la part de l'Europe. Ici, notre armée recule en quelques kilomètres et laisse quelques villages qui sont déjà en ruine. C'est parce que il attend toujours cette munition. Mais cette semaine, c'était une parade des déclarations de toutes les fournitures qu'on attendait depuis si longtemps. Déjà, Biden, il nous a annoncé qu'il y aura les fournitures maintenant chaque semaine, et on se demande qu'est-ce qui les empêchait de le faire avant. Pendant 12 mois, on a attendu la livraison, qui commence à arriver seulement aujourd'hui. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, c'est que l'Ukraine est là les plans B, même si Trump ne voudrait pas nous soutenir financièrement. Nous avons quand même les avoirs russes gelés, c'est 300 milliards. Et si l'Union européenne voudrait bien nous aider, nous pourrons bien utiliser cet argent pour accomplir toutes ces trous financiers causés par l'absence de l'aide de Trump. Et voilà le message qui est passé. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Oksana Melnichuk. Merci à vous, Antoine Arajovski.